Vous écoutez Apéro Cigare, le podcast où on parle d'actualité sans vous endormir. Cette émission est entièrement recyclable. Vous écoutez Apéro Cigare, l'émission où on parle d'actualité sans vous endormir, et je suis accompagné d'une personne que j'apprécie beaucoup. C'est un peu un mélange... Bon... Ben c'est ça, c'était Hélène Bernardo. Oui, c'est moi. Tu vois, j'ai changé l'intro. Ben j'ai pas eu trop le choix, t'as ri avant que je réussisse à en faire une. Non, mais je suis contente que tu m'apprécies. La prochaine émission, je vais dire une personne que je déteste. Non, c'est pas vrai. Ben Hélène Bernardo, pour ceux qui nous écoutent, qui est là chaque 2 semaines. Oui. Une personne absolument incroyable. Merci beaucoup d'être là. Ben, ça fait plaisir. Puis là, Hélène, qui était aussi dans une autre vie ambassadrice d'une marque. Oui. Donc, tu connais quand même beaucoup le gin, tu connais les alcools du Québec, et Apéro Cigare, c'est une émission où on prend l'apéro. Un petit verre en jasant d'actualité. Qu'est-ce qu'on boit cette semaine? Cette semaine, on boit, pour ceux qui font le Dry January ou qui sont dans la sobriété, on boit la bière blanche de Sober Carpenter, qui est un peu un classique, qui est pas mal disponible partout. Moi, je la trouve bonne, sans plus. On boit aussi Gin Gria, qui est un prêt-à-boire de la distillerie Stadaconé au jus de canneberge et au gin. Et on boit un cocktail avec le gin Wabasso, qui est un gin de Trois-Rivières, très épicé, c'est un de mes préférés au Québec, avec du sirop de basilic fait maison et de l'eau pétillante. Fait que ça nous fait une petite boisson fraîche, très agréable, légèrement épicée et herbacée. Sirop de basilic, on vient de perdre la moitié de notre public. Je tiens à te Pour le dire. vrai, c'est malade. Ah ouais? Le sirop de basilic. Ouais, une part d'eau pour une part de sucre, tu fais macérer ton basilic, ça te fait du sirop de basilic. Alors, cette semaine à l'émission, on prend un cocktail avec Hélène, sirop de basilic. Exactement. C'est un liquide? C'est un sirop? Le sirop, ouais, c'est pas mal sirupeux. Non, mais le basilic, qu'est-ce qui se passe entre la feuille et le sirop? Là, tu laisses macérer, je sais pas, moi. On a une personne qui est tout à fait calée en biologie qui pourra nous expliquer comment le principe du sirop de basilic. Ouais. Ça va intéresser des gens, ça. En tout cas, je pense que c'est très bon. Regarde, on va l'essayer, on va le savoir, te le dis après l'émission. Et on a 2 invités cette semaine de grande qualité, en fait. Oui. Notre première invitée, c'est Laurence Auger, qui a fait un baccalauréat en biologie avec une spécialisation en écologie, présentement à la maîtrise en sciences de l'environnement. Laurence, tu as participé à la COP15 et tu as eu la chance d'assister aux négociations, plusieurs conférences qui portaient sur l'environnement et la politique, fait que c'est parfait pour le thème de cette semaine. Bienvenue. Merci, je suis contente d'être là. Puis notre deuxième invité, c'est Victor Babin, qui est étudiant à la maîtrise en philosophie à l'UDEM. Tu travailles sur la violence, notamment la violence comme moyen pour arriver à la justice climatique. Fait qu'on va parler plus de militantisme puis des aspects éthiques et philosophiques derrière le climat. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que j'ai bien fait ça? Ben, quand même. Tu mérites une petite gommette dans le cahier. Donc, on commence toujours avec une petite introduction étoile brique de la semaine. Donc, étoile, une nouvelle positive qui s'est passée dans les dernières semaines. Une brique étoile négative, on en parlait avant l'émission. On dirait qu'il y a un petit peu de cynisme. On n'avait que du négatif. Est-ce qu'on a du positif quand même cette semaine? Oui, est-ce que l'un d'entre vous aurait une étoile à nous proposer cette semaine? Pour ma part, je dois avouer qu'en regardant l'actualité de cette semaine, il n'y a rien d'un point de vue environnemental qui m'a vraiment illuminée, je dirais. C'est assez... je pense qu'en environnement, c'est un peu ça. Là. Donc, pour une bonne nouvelle, on a parfois une vingtaine de mauvaises nouvelles, puis on est peut-être un petit peu plus dans ce moment de 20 mauvaises nouvelles. Il y a quand même les baleines noires, non? Cette année, il y a eu jusqu'à présent aucun décès de baleines noires dans le Saint-Laurent. Mais cette année 2023? Ben oui, mais quand même. Il y en a encore aucun, Hélène. Wow. Ça fait un mois quand même. Qu'on a trouvé. Oui. Oui, exact. On est le 30 janvier, qu'on a trouvé. Mais je voyais justement aussi en regardant l'actualité qu'il y avait un article qui parlait du fait qu'ils ont... Je sais plus trop exactement quel gouvernement a permis l'élaboration d'une mine quelque part qui va vraiment affecter l'eau et l'environnement de la baleine noire. Donc, c'est encore dans les étoiles. C'est ça. Non, je m'excuse. Je pense qu'on vient de passer aux briques. On passe aux briques. Victor, ta brique de la semaine? J'en ai plusieurs.
Le show dure juste 55 minutes, là. Mais dans la dernière heure, on a appris que McKinsey ont un contrat du gouvernement canadien jusqu'en 2100, donc ça, c'est une bonne nouvelle. On peut... On va avoir un petit peu d'expertise. Je sais pas s'il y a des trucs positifs qu'on peut ressortir de ça. Oui, de la stabilité politique, ouais. Si jamais il y a une autre crise sanitaire, ben au moins on va être équipé pour veiller tard. Et de ton côté, Laurence? De mon côté, c'est pas nécessairement cette semaine, mais dans l'actualité, on en parle beaucoup. Là, ça serait vraiment l'élection du président de la COP28, là, qui est le CEO de la plus grosse compagnie de pétrole en Arabie Saoudite. Est-ce que ce choix, on peut l'expliquer ou c'est purement... Je sais pas exactement c'est quoi leur processus pour déterminer c'est qui le président d'une COP. Je sais pas si tu le sais peut-être plus que moi. Je sais pas, mais j'imagine que c'était la personne la plus qualifiée. Ouais, puis... C'est clairement basé sur les qualifications. Oui, tout à fait. Puis je pense qu'ils ont aussi basé sur le fait, je voyais qu'ils dirigent un truc d'énergie durable, de développement durable. Donc peut-être qu'ils ont un peu... se sont dit durable. C'est dans le mot, c'est l'homme parfait. Durable, dans le fond. Exactement. L'extractivisme durable. Mais peut-être que lui, pour engager McKinsey pour un autre 100 ans, ça nous ferait une nouvelle, en fait. C'est sûrement déjà fait. Ouais, sûrement. En fait, ouais. Il a un bon ami. Très, très fortement. Puis pour ceux qui nous écoutent, le McKinsey, en fait, donc c'est une firme de consultante américaine. Je pense que c'est la plus grosse au monde, je pense. Ou dans les plus grosses, qui d'ailleurs avait signé un bon contrat pendant la pandémie, là, 2100. Je vais te chercher une job, Hélène. En tout cas, bref. McKinsey. McKinsey, il cherche. Ça correspond tout à fait à mon profil. Oui. Est-ce qu'on rentre dans le cœur du sujet de la biodiversité, le climat, puis la récupération politique, ou pas d'ailleurs, de toutes ces thématiques-là? Pour commencer, est-ce qu'on peut juste parler de définition? C'est quoi le climat? C'est quoi la biodiversité? C'est quoi l'environnement? C'est quoi la justice climatique? C'est quoi le greenwashing? C'est un peu tous ces termes qu'on voit s'entremêler puis qui se mélangent dans la tête des gens qui se disent « Ah, ben je vais recycler, ça va sûrement sauver la planète. » Tu sais, genre, comment on fait la différence entre toutes ces idées-là? Ouais, mais je peux commencer avec le terme de biodiversité, en fait. Là. C'est vraiment toute forme de vivant. Ça peut aller d'un gène, donc on a la biodiversité génétique aussi qui est importante dans n'importe quelle population animale ou végétale ou peu importe. Puis ça va jusqu'aux écosystèmes, donc ça peut aller aussi à des organismes vraiment plus gros. Fait que ça, c'est la biodiversité. Quand on parle d'environnement, c'est un peu au sens plus large. Là, on va inclure des sciences sociales, de la culture dans notre environnement, tout ce qui nous entoure, tout en fait ce qui peut avoir un effet sur l'individu, qu'il soit animal, humain ou végétal, là, en fait. Là. Donc, on va parler aussi de toutes les activités culturelles qu'il y a autour de ça, les activités sociales. Je sais pas si tu veux continuer avec des greenwashing ou... Le greenwashing, c'est la récupération de buts écologistes pour des fins qui ne le sont pas. Donc, par exemple, des produits verts ou des essences alternatives là, qu'on voit dans plusieurs véhicules, là, par exemple, qui sont où il va y avoir cette prétention que c'est des produits verts qui sont bons pour l'environnement ou du moins qui sont moins nuisibles, ou encore toutes les voitures électriques où est-ce qu'on va prétendre que la production de batteries en fait c'est propre, alors que réellement là, sur le long terme ça prend un très grand nombre d'années avant qu'une voiture électrique soit réellement moins polluante qu'une voiture à essence. Donc ça, c'est le type de récupération politique là, ou commerciale de certains enjeux environnementaux pour des fins de profit, puis qui servent simplement les intérêts privés et pas les intérêts de la collectivité. Puis au niveau de la justice climatique, donc, qu'est-ce que ça implique en fait finalement? Ben, la justice climatique, en fait, c'est une façon de voir les problèmes environnementaux comme étant pas seulement des problèmes qui vont pour l'environnement, pour les écosystèmes, mais pour toutes sortes d'autres enjeux. Donc, par exemple, les femmes sont plus affectées que les hommes par les dommages environnementaux. Puis également, qui, au final, va réellement subir les plus grandes conséquences des changements climatiques. C'est pas nous, ici,
dans nos belles grandes maisons avec nos Ouais. belles piscines, notre garage double. C'est les personnes qui sont plus dans des environnements à risque, où est-ce qu'il va y avoir plus d'inondations, où est-ce qu'il va y avoir des sécheresses infernales. Puis, au final, nous qui sommes en contrôle, en tout cas l'Occident, là, qui a les moyens justement d'agir puis de régler cette crise-là, nous, on va être les derniers à subir ça. Donc, rendre une forme de justice climatique, ça passe par l'action climatique pour aider et en prenant en compte la situation des personnes plus vulnérables, des populations qui vont subir le plus les dommages environnementaux. C'est super intéressant. J'aime bien, moi, quand on parle d'intersectionnalité, puis on est vraiment au cœur de ça. Puis c'est super intéressant de partir juste du vivant, du fait qu'il y a des choses qui vivent, puis qu'en fait, ça nous concerne tous, puis que ça se recoupe. Fait que si on prend soin d'une chose, d'une personne vivante, on prend soin du collectif. C'est très... C'est beau, hein? Ouais, C'est t'as beau, vu ça? ouais, c'est touchant, c'est touchant. Autre question, c'est quoi la COP 15? Surtout, c'est quoi la COP 15? Parce qu'il y a la COP 27. Aussi. Fait que là, il y en a combien des COP, là? C'est quoi? On est rendu... Puis c'est quoi la différence entre la COP sur le climat et la COP sur la biodiversité? Ouais, donc la COP, en fait, c'est Conference of the Parties. C'est ce que COP veut dire. Quand on parle de COP 15, c'est que c'était la 15e rencontre des parties pour discuter de la perte de biodiversité. Quand on parle de COP 27 sur les changements climatiques, c'était la 27e rencontre des parties pour parler des changements climatiques. Donc, elle aborde pas exactement les mêmes enjeux. La COP 15 a vraiment parlé de la perte de biodiversité, donc de qu'est-ce qui c'est quoi le plan à l'échelle internationale, en fait, avec tous les pays qui étaient présents, qui s'engagent plus ou moins, dirons, si on peut dire, là, mais c'est ça. Donc, pour la perte de biodiversité, tandis que pour la COP27 qui parle de changement climatique, là, on parlait vraiment d'enjeux comme le réchauffement climatique, le carbone, les pics d'émissions, donc tout plus ce côté-là. C'est pas intimement lié, par contre? Oui, ultimement, en fait, c'est certain que perte de biodiversité, ça a un très, très gros effet sur les changements climatiques. Là, on peut pas parler d'un sans parler de l'autre. C'est un peu pour ça, pourquoi cette année aussi, on fait la COP 27 et la COP 15 un peu plus reliées. On en a entendu parler ensemble. Avant, c'était vraiment deux choses différentes. Mais oui, tout à fait, c'est très relié, là. Il y a des enjeux qui sont aussi mentionnés dans les deux COP, là. Moi, j'ai vraiment une question bête, mais comment on fait pour être invité à la COP 15? Parce que ça a l'air cool. La COP 16, Hélène, je pense. T'es mieux de te focuser sur la prochaine, ouais. Oui, en Turquie, la COP 16, d'ailleurs. Oh, mais, c'est pas pire, ça. ouais. Ben, en fait, pour être invité à la COP 15, il y a des major groups là, qui appellent, donc les groupes majeurs. Moi, j'avais été, en fait, c'est par l'ISE, l'Institut des sciences de l'environnement à l'UQAM, c'est avec eux que j'étudie. Donc, c'est eux qui avaient envoyé comme un appel à tous parmi les étudiants à la maîtrise et au doctorat qui pourraient avoir un intérêt à aller assister à ça. Donc, il fallait envoyer une application. Puis, une fois qu'on était sélectionné, on était financé en fait par l'ISE pour y aller, être présent, puis ramener un peu les informations à nos collègues. Vous payez le métro jusqu'au Palais des Congrès. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'il était fermé. Ah oui, on pourrait parler c'est ça, du rapport à la ville avec la COP 15. La justice climatique, hein, c'est prendre la rue Sainte-Catherine en mois de décembre, là. Puis 20 millions de budget pour la police, puis ramener toute la police au centre-ville. Ah oui, c'est vrai. Pendant la fin de semaine. Avec beaucoup de protection. Ouais. Puis on protège qui? On protège des grands politiciens, notamment des politiciens qui sont pas nécessairement sur des dossiers environnementaux. Ben, on vient de te dire que le président de la COP 28 est le cas de l'Arabie Saoudite. C'est vrai. Non, Émirats Arabes Unis. Je me rappelle plus si c'était Émirats Arabes Unis ou Arabie Saoudite. C'est Arabie Saoudite. Arabie Saoudite, ok. Ouais, Parce que l'autre est mieux, là, je veux dire. Non, c'est pas vrai. L'autre, les plus petits pays. C'est vrai. Il y a moins de désert. Je me rappelle plus où j'étais. On se demandait qui était protégé. Oui. Mais toi, t'étais protégé, tu sentais Oui, moi, safe. j'étais C'est sûr. tout à fait protégée. Souvent, on arrivait... puis, il y a une soirée que j'arrivais, il y avait une conférence qui m'intéressait. Fait que je suis arrivée en soirée pour aller assister à la conférence. J'ai dû passer un mur de policiers là, équipés anti-émeutes là,
qu'il fallait qu'on montre notre petit badge. Puis une fois que j'ai traversé ça, j'ai dû aller me réfugier à la caisse des placements. Là. Je pouvais pas entrer de l'autre côté de la rue dans le palais des congrès parce que il y avait une grève. Il y avait les gens qui avaient fait la grève, là, les étudiants qui ont fait la grève, qui se sont passés puis qui ont passé avec la manifestation. Donc l'UQAM, on a bloqué l'UQAM. On a bloqué l'UQAM. Aïe, aïe. On était 30 là aussi dans la manifestation. Oui, c'est ça. Pour vrai, juste 30? Ben, peut-être 100 là, au maximum. Je pensais que la ça première avait- journée, en tout cas. Ça a commencé ça finit 30 dans le fond. C'est ça que ça faisait. Non, ça a commencé peu, puis ça... Ça a grossi. Ça a grossi. Mais on s'est rencontrés vers 7 heures, je T'étais crois. dehors, puis elle était en dedans. Ouais. Tu sais quoi faire l'année prochaine. Change à l'UQAM. Fait que dans le palais des congrès, on a des politiciens, on a quand même des gens experts, spécialistes en biodiversité aussi. On a des conférences, on a des négociations politiques. Puis à l'extérieur du palais des congrès, on a qui? Qui est contre la COP et pourquoi? Ouais, c'est ça. Pourquoi être contre la COP, en fait? Mais il y a une récupération médiatique assez intéressante où est-ce que les manifestants étaient vus comme étant des gens qui étaient contre la biodiversité. Là. C'est ça Alors qui est que- fou. Tuer des ours polaires, c'est ça que ça veut dire. Exactement. Non, mais c'est Alors pas que vrai, réellement, c'est pas vrai. c'était organisé par une coalition qui était la coalition anticapitaliste et écologiste, qui, en fait, leur principal problème avec toutes les COP en général, ben, il y en a deux. Un, les objectifs, à chaque fois qu'ils sont fixés, sont jamais atteints. Depuis les 20 dernières années, il n'y a pas un seul objectif de la COP qui a été atteint. Les deux, là, COP 20, COP climat, COP biodiversité, rien n'a été atteint. Puis l'autre problème, c'est que tout fonctionne selon la logique du marché. Donc, c'est l'intervention, puis tu pourras me corriger, tout fonctionne sous le prétexte que notre système capitaliste actuel peut régler la crise. Puis qu'il faut continuer de la croissance infinie. Mais bon, c'est probablement pas dit de cette façon-là. Mais derrière tout ça, il y a quand même cette logique-là entrepreneuriale puis capitaliste de continuer la production puis la croissance de sorte qui est le problème là, qui détruit la biodiversité, qui cause les changements climatiques, notre rapport au monde engendré par notre production incessante. Et puis, ça, c'est quelque chose qui est vivement critiqué là, par rapport à la COP15. Beaucoup d'entreprises, puis justement, on parle de la COP28, un chef d'entreprise pétrolière qui est président de la COP. Mais à la COP15 aussi, il y avait beaucoup d'entreprises qui sont présentes, puis qui, au final, vont lobbyer là, pour que... ou être là pour dire « Ah, ça, c'est faisable » ou « Ça, c'est pas faisable ». Il y a beaucoup, en fait, c'est ça, le monde des affaires et le monde, on pourrait dire, de la lutte climatique est très, très lié. Moi, je me rappelle justement COP24, où j'avais été bénévole pour l'ONU. Il y avait le plus gros, c'est en Pologne, c'est le partenaire principal de la COP24, c'était la plus grosse compagnie de charbon en Pologne. Il faut de l'argent. Ben, il faut de l'argent. Pour payer les petits fours. Ben, payer les petits morceaux de gravlax, là, juste après, Exactement. pour faire du réseautage. Il y en a d'argent, par contre. Ça, il y en a. Mais... Est-ce qu'il y a de l'argent? Est-ce qu'on est capable de trouver de l'argent justement pour investir dans le climat? C'est une grande question que je pose. En fait, est-ce qu'on peut changer le modèle? Tu penses? Ben, je pense que clairement, il y a un groupe de gens qui le pensent. On n'a pas le choix. Mais c'est ça, Ouais, on n'a c'est pas le ça. choix. Ouais. C'est que l'option de pas le faire est pas vraiment une option valable présentement. Là. Donc, on n'a pas le choix de changer le modèle. Est-ce qu'il y a de l'argent pour ça? Il faut, oui. Là, par exemple, c'est vrai aussi ce que tu dis, que c'est pas nécessairement d'avoir... On n'a pas besoin d'autant d'argent, là. S'ils payaient pas leur petit four, leur cravlax et tout, là, la COP15 aurait pu coûter beaucoup moins cher que l'argent qui est investi à la base. Il y a un des engagements de la COP15 qui a été que les pays développés doivent investir, je sais plus combien de milliards dans les pays en développement pour les aider à avoir comme les ressources financières pour pouvoir s'engager à protéger le 30%
du territoire. Là, donc, Qui était l'objectif qui a été fixé. Ouais, qui est l'objectif qui est 30% ouais. d'ici. D'ici 2030. Donc, c'est comme demain, là. Mais l'autre problème avec Pas ça, mal c'est demain, là. le 30% du territoire, il est occupé beaucoup par des peuples autochtones qui vont devoir être... Qui était bien pratiquement- sûr pas au Palais des Congrès. Ben, ils étaient là, ils ont fait beaucoup de bruit, ils se sont fait sortir. Donc, Yes. C'est vrai qu'ils se sont fait sortir la première journée. Là. Il y a eu un groupe autochtone qui ont fait... Une chance que les 20 millions de la police étaient là. Ah oui, parce Ah ouais. que on se sent en danger. Là. Ouais, ça, Sur leurs chevaux. Oui. Oui, tout à fait. Ben, c'est écologique. C'est écologique, tes chevaux. Ouais. Je sais pas. Tout ça me fait penser au niveau de responsabilité parce que la COP15, c'est une réunion supranationale où tous les États sont invités à discuter, à négocier. Fait que c'est quoi le rôle de l'ONU? C'est quoi le rôle des États-nations? C'est quoi le rôle des entreprises, des collectivités, puis des citoyens-citoyennes? Qu'est-ce que nous, 4 par exemple, on peut faire versus la COP15? Moi, je pense que en tant que citoyen, là, si on se voit comme des citoyens, puis qu'on oublie nos expertises et nos backgrounds et tout, je pense que militer, c'est la meilleure façon de se faire entendre, puis c'est la meilleure façon, ultimement, qu'on va arriver à faire un changement. Je pense que nécessairement, il faudrait que tous les acteurs qui sont impliqués dans le changement aient un peu dans la même direction, puis on sait que c'est pas ce qui se passe. Mais par exemple, les États-nations qui sont présents à la COP15, qui sont en fait la très grande majorité, mais un peu ironiquement, les États-Unis sont là en tant qu'observateurs. Là, eux ne s'engagent pas à respecter le 30-30. Donc, oui, eux, en fait, quand ils vont à la COP, c'est parce qu'ils s'engagent à respecter les cibles qui vont être atteintes. Mais on sait très bien que ça se fait jamais. Tu l'as mentionné, ça s'est jamais fait. Ça se fait jamais. Est-ce que ça va se faire? Possiblement pas. Mais c'est que l'ONU, c'est pas contraignant. On s'entend, ça, ce serait bien, on devrait faire ça. Puis après ça, il y a aucune mesure pour s'assurer que ça va arriver. On se fie un peu sur la bonne foi des États-nations, ce qui est comme... Pourquoi on fait ça? Mais clairement, les États-nations sont pas de bonne foi. Comme dire, écoute, prends pas de bonbons, je te laisse le pas là, puis un enfant prend les pas, puis là tu reviens, il a pris les bonbons. Ah ben, Ouais. je savais pas. Ben oui. Mais qu'en plus, il y a aucune conséquence. Non. C'est ça. Puis ils ont vraiment tourné aussi les ententes pour que ça soit pas contraignant du tout. C'est, par exemple, il y avait un point au document qui avait été mentionné. Le but, au départ, après les négociations, était de réduire de 50% l'utilisation des pesticides de synthèse. Et puis finalement, après longue discussion, c'est devenu de réduire de 50% les effets liés aux pesticides de synthèse. C'est quoi le sacrifice que toi tu peux faire versus que les gens pour qui t'as voté pourraient décider? Ça, c'est un peu C'est genre- le bottoms-up, top-bottom. Est-ce qu'on commence d'en haut avec les politiques ou est-ce que c'est le citoyen moyen qui va faire une action sur les Je politiques? pense qu'on fait tous les 4 parties d'une génération où, comme, depuis qu'on est enfant, on nous bourre le crâne de comme, mets ton papier au recyclage. Genre, oui. Et puis j'éteins la lumière quand je sors d'une pièce, ça me paraît normal, ce qui était peut-être pas pour mes grands-parents, mais genre, ça va juste de pire en pire, puis ça a aucun impact. Fait qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est un problème qui est structurel. C'est un problème qui dépend à la fois de comment nous, citoyens, on va agir dans le monde, mais également comment les grandes entreprises, comment toute une panoplie d'acteurs vont agir. Mais le problème, c'est qu'on attend tous un peu que l'autre le fasse. Puis, honnêtement, en tant que citoyen, on peut pas faire grand-chose. Il y a des entreprises qui détruisent la nature, qui nuisent à la biodiversité, qui détruisent... je pense qu'on comprend, là. Puis, c'est les mêmes qui vont déterminer, d'une certaine façon, ça va être quoi les politiques ils vont participer à établir les politiques qui vont établir les règlements entourant comment ces entreprises-là doivent se comporter. Donc, justement, l'influence des lobbies dans les COP, même si c'est pas contraignant, ça fait en sorte que les objectifs idéaux qu'on se fixe, même là, sont pas assez bons, puis on n'est même pas capable de les atteindre. C'est quoi notre rôle? On peut faire ce qu'on peut pour
essayer de faire pression sur les gouvernements, sur les entreprises, de bloquer, là, parce que concrètement, ce qu'il faut faire, c'est arrêter. Il faut arrêter tout ça. Mais on peut pas... dans la logique actuelle, c'est inadmissible. L'ONU pourrait pas dire... Ces entreprises-là devraient juste cesser toutes leurs opérations, même si c'est la bonne réponse. Il n'y aura pas de relax, là. Là, il n'y aura pas... On a quand même eu l'opportunité avec la COVID, puis on s'est un peu arrêté. Et il y avait quelque chose de très beau dans le fait de tout mettre sur pause. Mais on dirait qu'avec le retour à la soi-disant normale, il y a comme une espèce d'urgence à rattraper le retard, puis qu'en fait, ça fait qu'empirer les choses. Ouais. Mais c'est aussi, tu sais, on peut faire nos petites actions en tant que citoyen, c'est certain. Tu mentionnes de recycler, de composter, d'être végétarien, ou de faire ces sacrifices-là. Il y a des gens qui vont faire tous leurs produits eux-mêmes, leurs shampoings, leurs savons et tout. Il y en a d'autres qui vont pas manger de viande, ou on fait tous nos petits sacrifices, mais le problème reste quand même que c'est les plus grands pollueurs qui pourraient faire le plus gros changement. Donc, c'est sûr que nous quatre ici, on n'est pas les plus gros pollueurs dans l'histoire, donc nos changements ont beaucoup moins d'impact. Je suis sûr de ça. Moi, je pense que Jeffrey Hull est un des plus gros pollueurs de la Terre. Ben, moi, je viens du nord du Québec. Il y a beaucoup de Ford F-150. Alors, veux-tu parler de Chibougamau? Ben non, je ferme la porte. Même eux, c'est rien à côté de grandes compagnies comme TC Energy, là, ou... Trans Mountain, là, c'est... Mais là, c'est sûr que ces entreprises-là aussi ont un intérêt à dire pourquoi... C'est-à-dire que tu vas dire à l'entreprise, écoute, demain matin, là, tu fais plus d'argent. Ou tu fais pratiquement moins d'argent. C'est sûr que ces entreprises-là, c'est-à-dire que il y a aussi le syndrome du Freedom Rider. C'est-à-dire que cette entreprise-là, elle se dit, ben, moi, dans le fond, le vent qui souffle sur l'autre pays d'à côté, ça me touche pas, dans le sens que moi, j'ai mon argent. Tu sais, c'est... Comment qu'on peut dire à tu sais, je veux dire, il y a toute la question des intérêts individuels, puis notre société est basée un peu sur l'individualisme aussi, là. Donc, comment on... Oui, sauf qu'on vit dans un système mondialisé, donc dire que ça me concerne pas, c'est ce qui se passe chez mon voisin, c'est pas vrai, parce qu'il y a un effet papillon. C'est pas vrai, mais on le voit, tu sais. Tu vois pas que quand une personne va conduire sa voiture, elle pense pas... Tu sais, elle sait que ça pollue, mais... Elle voit pas la particule dans le sens que c'est là, comme c'est qu'on abstrait. commence à le voir, tu sais, quand la moitié du Canada est en feu, tu peux pas faire semblant que ça sent pas le brûler, là. T'as senti le... Non, mais c'est vrai que là, on les voit beaucoup, les changements climatiques. Mais c'est problématique aussi là, que notre culture soit toute basée sur l'individualisme. Puis ça fait partie des choses contre lesquelles il faut lutter. Puis il y a un théoricien qui s'appelle Mark Fisher, que j'apprécie beaucoup, qui propose en fait que ces sacrifices-là, on n'a pas vraiment besoin de les faire. Parce que les désirs qu'on a dans le capitalisme, dans notre système capitaliste, sont valides, mais c'est juste qu'ils sont comblés d'une façon inadéquate. Donc on n'atteint jamais pleinement les désirs qu'on a. Donc par exemple, un désir d'autonomie ou d'autonomie, là, d'être capable de faire ce qu'on veut de nos vies, d'être heureux, de voir nos amis. Mais le système capitaliste fait en sorte que comment on va séparer notre temps, ça va être majoritairement pour faire un travail qu'on n'apprécie pas nécessairement, qu'on n'apprécie probablement pas. Puis, la fin de semaine, on va l'utiliser pour récupérer ou on va être déprimé. Merci tellement de nommer ça sur le continent américain. Notre rapport au travail. Gagner sa vie pour à la perdre un peu, là. Mais on revenait tantôt, Laurence disait justement la partie des pesticides. Tu sais, je travaille un peu dans l'agroalimentaire. Tu sais, par exemple, tu prends une entreprise agricole, tu enlèves les pesticides, là, il arrive avec un insecte ou peu importe, puis qui ravage tout ton champ, ben là, comment tu dis à ces gens-là, ben écoute, utilise moins de pesticides, ça va être meilleur pour l'environnement. Il dit oui, mais moi, il faut que je survive l'année d'après, dans le sens, je pense qu'on comprend le problème en ce moment, mais je pense que les solutions sont quand même complexes. En fait, le problème et les solutions sont complexes. C'est comme le dit Victor, je pense qu'on est obligé de passer par quelque chose de complètement alternatif qu'on n'a pas vraiment essayé, que justement les peuples autochtones sont tout à fait conscients de ça, puis qu'on aurait beaucoup, beaucoup à apprendre d'eux, mais que c'est ça, le petit occidental individualiste, il est pas prêt à vivre sans chauffage. Non, j'exagère, là, mais... Juste avec moins de chauffage, ça, juste mettre une maison à 3-4 degrés de moins au lieu de le mettre à 23 puis d'être en t-shirt, ben, on pourrait mettre juste un chandail de plus aussi, hein, tu sais. On vit beaucoup dans le confort, hein, en Occident. Mais est-ce qu'il faudrait peut-être
regarder, c'est des alternatives qui conservent ce confort-là tout en sortant de de ce système-là graduellement. Là, évidemment, on peut pas faire ça du jour au lendemain. Puis les agriculteurs qui utilisent des pesticides, ils ont un intérêt légitime à les utiliser. Ils ont des bonnes raisons, probablement. Mais ce qu'il faut faire, c'est trouver des moyens alternatifs, puis réunir les conditions pour qu'on soit capable de penser justement à des alternatives cohérentes qui fonctionnent pour tout le monde, puis qui demandent pas justement qu'on jette tout puis qu'on recommence. Je pense que ça revient un peu aussi au fait de... Il faut que les acteurs se mettent d'accord. Là. Tout le monde qui peut être un acteur de changement puis qui est du même côté. L'agriculteur qui met des pesticides dans son champ, il le fait parce que s'il le fait pas, ben ses légumes ils vont être moins beaux, ils vont être piqués par des insectes. Puis le marché est dicté que les gens en banlieue qui vont au IGA, ils veulent pas une pomme toute piquée, ils veulent la belle pomme qui est grosse, qui est belle et tout. Donc il y a cette compétitivité-là entre les agriculteurs qui vont décider de quand même utiliser les pesticides, puisque le marché est fait de cette façon-là, ce qui donne énormément d'opportunités économiques à des entreprises comme le Roundup, là, qui est en fait le pesticide juste pour résumer rapidement, le Roundup, il tue toute forme de vie, là. Il tue tout ce qui est insecte complètement, et tu dois mettre une semence qui est génétiquement modifiée pour pouvoir survivre à ça. Donc là, en plus, tu ouvres un marché aux semences génétiquement modifiées, et le marché est fait aussi de cette façon-là. Donc, je pense que si les gens au marché, donc nous, c'est peut-être aussi un truc qu'on peut faire, là, de comprendre que ce qu'on achète est pas nécessairement moins nutritif, moins bon à cause d'un petit pic d'insectes. Donc, éduquer les populations, puis ça permettrait peut-être aux agriculteurs de moins investir dans les pesticides. J'avais été visiter justement des fermes pour parler de ces enjeux-là. Puis un agriculteur qui nous a dit que chaque année, ils mettent tellement d'argent dans les pesticides. Pour eux, c'est hallucinant. C'est leur plus grosse dépense, ça, et les engrais. Puis, tu sais, après, en recherchant un peu là-dessus, on réalise que si les gouvernements mettaient moins de sous pour aider les entreprises comme le Roundup, qui mettaient plus de sous pour aider les agriculteurs à prendre des alternatives. Là. Il y en a là, des pesticides ou des engrais qui sont un peu alternatifs, là, de la lutte biologique, des choses comme ça. Si on investissait un petit peu plus là-dedans, on pourrait déjà faire un gros changement à ce niveau-là. Là. Tu as mentionné le mot éducation, puis je trouve ça super intéressant parce que tous les changements sociaux, je pense, doivent passer par la sensibilisation et l'éducation. Puis tout à l'heure, moi, je disais qu'on faisait partie d'une génération qui était très, très au courant de tous ces enjeux-là. On n'est peut-être pas les plus actifs. Je pense que les plus jeunes sont beaucoup plus actifs que nous. Qu'est-ce que vous pensez, justement, de l'éducation par rapport à l'activisme, par rapport à juste être conscient qu'il y a peut-être des changements structurels à faire pour sauvegarder nos biodiversités? Est-ce qu'on a encore beaucoup de travail? Est-ce que c'est générationnel? Est-ce que ça passe par les médias, les politiques, l'école, par la sociabilisation? Comment on fait pour éduquer une population à tout ça? Dans le mouvement pour le climat, là, comme on avait eu en 2019 avec des manifestations énormes, puis, mais j'ai l'impression que depuis ce temps-là, il y a eu beaucoup de démoralisation, en fait, là, que beaucoup de cynisme, là, en fait, parce qu'on se rend compte, on fait plein d'affaires, puis après ça, on se rend compte ça change rien, il y a rien qui se passe. Puis c'est ça la particularité aussi du problème là, des changements climatiques puis de la protection de la biodiversité, c'est qu'on voit pas les impacts avant longtemps. Donc on voit pas l'impact nocif de nos actions, mais on voit pas l'impact positif d'autres actions aussi. Donc c'est difficile de déterminer quelle est la bonne solution puis qu'est-ce qui fonctionne ou pas. Puis je pense que ça a beaucoup démoralisé aussi là, les jeunes qui étaient allés marcher pour le climat, là, notamment. Puis... Mais également, l'éducation, je pense qu'on est pas mal tous sensibilisés là, à la cause, mais qu'on se rend compte en ce moment qu'on peut pas faire grand-chose parce qu'on dépend de structures qui sont très difficiles à bousculer. Puis c'est pour ça que, selon moi, il faut employer une plus grande diversité de moyens. Là.
on se rend compte que les grèves, les manifestations, quand Justin Trudeau commence à se présenter à la manifestation pour manifester avec nous, on se rend compte que ça a un impact. Ça change rien, là, parce on n'est pas du bon bord, là. Si les politiciens qui peuvent changer les choses viennent marcher avec nous, mais à l'inverse, quand on manifeste autour, on est 30 puis on marche autour du Palais des Congrès, puis qu'à chaque fois, ils doivent fermer toutes les portes, puis que ça empêche les délégués de sortir, puis qu'il y a comme 4 policiers pour chaque manifestant, ben, on sent qu'on est un peu plus un danger, tu sais. La police, au final, elle est là pour protéger les intérêts de l'État, puis protéger le statu quo. Cette présence policière-là c'est pas anodin, là. Il y a une raison pourquoi il y en avait autant. C'est parce que il faut protéger et donner cette espèce d'illusion-là de force puis d'éclat de l'État. Puis ça aussi, je pense, c'est démoralisant. Puis la raison pourquoi on était aussi peu, c'est parce qu'on savait qu'il allait avoir autant de policiers. Puis les gens avaient peur, puis avec raison, là, je peux pas les blâmer. Avoir 3-4... en fait, bon, de base, il y avait plus de journalistes que de manifestants, ou presque. Là. Tout le monde voulait couvrir ça, puis tout le monde attendait, puis il y avait une espèce de pression pour que quelque chose se passe, puis qu'il y ait des débordements. Puis il y avait toute la police qui était là, puis qui était prête, puis qui, avec leurs petits écussons Blue Lives Matter. Oh mon Dieu! Pour vrai? Oui. Wow! Oh mon Dieu, je suis ravie d'apprendre ça. Pour le fait de la biodiversité, dans le fond? Non, Blue Lives, parce que bleu, c'est la couleur de la police. Pour les policiers, oui. Ah, hey, ok, là, donc ça mérite un épisode d'apéro cigare rien que pour ça. Ah je trouve ça Blue Lives Matter, dans le incroyable. fond, la vie des policiers existe. Ben, c'est un parallèle avec Black Lives Matter. Oui. Puis on comprend la logique derrière, là. Incroyable. J'avais pas vu ça, mon Dieu. T'étais en dedans. C'est ça, voilà. J'étais tout seul. Tu mangeais du Graflax. Voilà. Lui, il fait froid. Mais oui, fait qu'il y a une pression. En fait, il y a même une violence avant qu'il y ait une violence. Ben, c'est une menace de violence qui empêche toute comme vraie action politique venant du bas. On dit toujours beaucoup de gens qui sont un peu cyniques par rapport à l'ONU, par rapport à la COP aussi, en disant ben ça sert à rien. Toi, comment tu l'as senti à l'intérieur? Comment tu l'as vécu? Est-ce que vraiment tu avais le sentiment que, ben écoute, on perd notre temps, ou est-ce que tu avais plutôt l'impression que, OK, il y a quelque chose? Comment tu l'as vécu à l'intérieur, en fait? On dirait qu'on parle d'une expérience de prison. Comment tu l'as vécu à l'intérieur? Je dirais que c'est assez mitigé. Moi, à la base, je me rendais là-bas en sachant un peu que j'allais pas apprécier en grande partie ce qui se passait. C'est sûr, j'avais des amis dans la rue. Si j'avais pas été à la COP 15, j'aurais été dans la rue. Wow. J'ai même des amis. C'est le choix de ouais, ben, en fait, notre mentalité avec ça, c'était un peu de vraiment ramener les informations de ce qui se passe pour mieux comprendre. C'est ça, qu'on ait des gens de l'extérieur, de l'intérieur. Donc, on avait un peu tous le même but, là, ultimement. Je te dirais que comment je l'ai vécu à l'intérieur, il y a certaines choses qui m'ont surprise agréablement, vu que je rentrais là un petit peu déjà pas très optimiste. Je te dirais que en tant qu'étudiante, moi j'avais été sélectionnée, j'étais comme dans le groupe majeur qui s'appelle Academia Research. Ça, c'était vraiment enrichissant de voir qu'il y avait autant de scientifiques. Donc on avait des rencontres avec le groupe là, des scientifiques de partout dans le monde qui avaient vraiment clairement ça à cœur, là, qui faisaient des recherches vraiment... des chercheurs là, qui avaient des très gros laboratoires partout dans le monde. Ça m'a donné d'espoir. Donc, me dire qu'il y a vraiment comme toutes ces têtes-là, là, des gens intelligents qui sont venus là pour voir comment ça se passait, puis qui avaient un peu tous la même mentalité aussi, qui n'allaient pas apprécier nécessairement ce qui se passait. Donc, pour ça, ça me donne un peu d'espoir de voir tous ces gens-là qui travaillent ensemble pour aller vers quelque chose de mieux. C'est sûr que quand tu inclus la partie État-nation, c'est un peu moins rose, je dirais. Donc, il y a certaines parties des négociations qui sont comme qu'on voit qu'il y a un désir d'avancer. Il y a même des délégués de certains pays qui ont dit c'est pas assez, on peut pas accepter l'accord comment il est là, c'est pas assez. Mais ultimement,
c'est pas le petit pays qui veut protéger sa biodiversité puis qui dit hey, moi j'aimerais qu'on fasse plus, qui va changer ce que les plus grandes puissances ont décidé. Une étape plus bas, là, ce qui est chercheur, il y avait beaucoup de groupes de jeunes, il y avait des Premières Nations qui étaient là. Si tu regardes ces gens-là, tu te dis waouh, il y a vraiment des gens de partout qui veulent ce changement-là, qui travaillent pour, qui sont ici, qui le veulent. Mais tu regardes un peu plus haut puis tu te dis ouf, il y a tellement de verrous avant que ça puisse se mettre en place. Il y a une mobilisation, c'est juste qu'après, il y a tout l'aspect politique, puis c'est sûr que la personne des îles Kiribati qui dit, ben moi, j'ai plus de poissons, puis l'autre qui dit, ben moi, je veux continuer à faire, tu sais, c'est ça, il y a un peu une question de levier là-dedans. C'est ça, il y a même eu certaines discussions qui n'avaient pas du tout rapport avec la biodiversité, là, en fait, notamment la Russie, là, donc, qui ont un peu... Ouais, en fait, la COP15 a pas été fermée. Elle a été suspendue. Tu as le droit d'en parler. Donc, ça n'a pas été beaucoup médiatisé. J'ai été surprise, là, mais ça, c'était la dernière soirée de la COP15. On était encore là, il était 1h du matin. Puis, on n'arrivait pas à accepter la fin de la COP15. Le président n'a jamais pu dire qu'on fermait la COP15. C'était une suspension parce que les délégués de la Russie n'acceptaient pas. On en était comme à nommer dans les délégations des gens qui allaient faire partie des comités, qui allaient s'assurer que les cibles de la COP15 allaient être respectées dans leur pays. Et là, c'était plusieurs pays d'Europe ensemble qui avaient décidé de certaines personnes. Et la Russie s'est opposée. Donc, ils ont dit, nous, on n'accepte pas cette élection de ces personnes. En fait, pour aucune raison, là, puisque c'était des gens d'un peu partout en Europe qui allaient s'occuper de ça. Mais la Russie juge que quand ils ont élu ces gens-là, elle n'a pas été prise en considération. Puis ils ont un veto, c'est ça? Ils n'ont pas vraiment... oui et non, là, dans le sens que s'ils s'opposent à ça, ils ont demandé une réélection. Puis on s'entend que c'est vraiment dans une optique de brasser la chose, parce que même s'il y a une réélection, ils vont pas être élus. Puis il y a déjà eu une élection, il y avait un délégué de la Russie, puis il n'a pas été élu, mais... Donc, c'est ça, c'est des enjeux comme ça. La COP, c'est un événement politique, là. Donc, c'est sûr qu'il y a des enjeux comme ça on a passé peut-être 5 heures cette soirée-là pour finalement jamais aboutir, puis il n'y a rien de ça qui a aidé en quoi que ce soit à la biodiversité nulle part. Oui, c'est ça. C'est qu'au bout d'un moment, tu te renvoies la balle, tu gères d'autres problèmes, puis tu t'éloignes complètement du sujet pour lequel tu es censé être là. Est-ce que c'est pas un peu, justement... très représentatif, c'est-à-dire de l'ONU. De la politique? C'est-à-dire que l'ONU, c'est un forum. C'est justement, on l'a dit, c'est pas contraignant. Le principe même, en ce moment, politiquement dans le monde, c'est l'État-nation. C'est-à-dire, on est dans un monde anarchique où l'État-nation, finalement, on peut dire ce qu'on veut, mais si demain matin, les États-Unis disent « je t'envahis », il y a personne qui va l'arrêter dans le sens que on n'est pas supranational. On discute au niveau supranational, mais Hélène, on va être d'accord avec toi. Je suis très sceptique avec les organisations supranationales parce que oui, c'est un forum, mais c'est quand même un forum qui s'est engagé à ce qu'il n'y ait plus jamais de guerre sur Terre. Mais il y en a moins. Ben non, c'est pas vrai, il y en a pas moins. Mais l'Europe ne s'est pas tapée sur la... Dis ça en bosniaque, je pense qu'il ne sera pas tout à fait d'accord. Ok, t'as raison. Ça s'en vient. Mais la France et l'Allemagne ne s'est pas tapée dessus. Parce qu'on le fait pas sur notre sol, on le fait pas sur notre sol. Non, c'est vrai, ok. Bon, finalement, on est cynique aussi. On l'a vu à la COP15, l'ONU, c'est pas contraignant. Par exemple, cette conversation-là qui a duré des heures là, de la Russie qui s'opposait, le président de la COP, le secrétaire de l'ONU, aurait pu là, mettre un pied à terre à un certain point. Ils ont ce pouvoir-là de faire non, c'est beau, on continue. Puis ça se fait pas. Ça se fait pas. C'est arrivé peut-être une fois pendant les négociations que le président de la COP a décidé qu'il refusait une intervention. Mais sinon, en soi, toutes les interventions sont les bienvenues. Là. Ils répondent tout le temps en disant merci beaucoup, monsieur le délégué, merci beaucoup, madame, on continue. Il y a jamais vraiment de prise de position de leur part. Là. Mais les États sont un peu dans la même position que les citoyens. Nous, vis-à-vis nos gouvernements, puis les États vis-à-vis l'ONU, là, puis l'ensemble de la communauté internationale, ils peuvent pas faire grand-chose tout seuls, ben, à part certains, là, les États-Unis, par exemple, puis nous, là, au Canada aussi. On pourrait en faire beaucoup plus, mais on s'en lave les mains un peu. Mais le citoyen moyen ne peut pas faire grand-chose pour changer les actions de son gouvernement.
Mais à l'ONU, c'est difficile aussi pour un État, puis ça doit être souvent, puis pour les scientifiques aussi, j'imagine, assez insatisfaisant puis choquant là, des échecs continus. Donc, ben, je me demandais, en fait, là, puis peut-être tu pourras m'éclairer, là, mais est-ce que les scientifiques aussi étaient insatisfaits puis choqués, puis est-ce que ça s'en parlait pendant la COP? Oui, tout à fait. Là. La COP, c'est très... ça m'a... J'ai été surprise de ça aussi. La COP, c'est très ouvert, là, donc on peut vraiment se rassembler puis discuter ensemble. Il n'y a pas de... C'est du va-et-vient, tu rentres dans les négociations, tu quittes. Donc, ça permet vraiment de discuter avec des groupes de gens. Oui, les scientifiques, ouvertement, sont fâchés de plusieurs choses. C'est sûr qu'il y a des scientifiques qui un peu aussi ont des conflits d'intérêts ou qui étudient des choses qui vont plus en faveur de cette économie qui veulent dire durable, mais qui ne l'est pas nécessairement. Le Roundup en tant que tel, ça a été développé par des scientifiques qui se sont mis complètement riches avec ça. Oui. Il y en a qui sont financés par des entreprises privées et tout. Donc, c'est sûr que pour certains, j'imagine qu'ils se sont sentis vraiment plus confortables dans cette conférence, mais je dirais qu'en majorité, oui, les gens de la communauté scientifique se gênent pas pour le dire ouvertement qui étaient insatisfaits, même au micro. Là. Un, en fait, des plus beaux discours qui a été raconté, c'était du groupe Youth. Donc, c'est des jeunes. Il y en a qui sont en sciences, il y en a qui sont complètement... En fait, c'est monsieur, madame, tout le monde, mais tous des jeunes de partout dans le monde. Puis eux, ils ont fait un très, très beau discours, là, vraiment, là, qui était inspirant, mais aussi qui dénonçait vraiment toutes ces choses-là. En même temps, ben vas-y, Hélène. Non, vas-y, toi. J'ai un goût de dire, mais tu sais, tous ces gens-là qui sont venus à la COP, ils sont venus en avion, non? Les gens qui sont venus d'autres pays, c'est un peu... tu sais, comme la COP 27, là, il y a le trafic aérien, il a capoté, là. Tu sais, est-ce que... Encore une fois, tu sais, Ça fait partie du problème. Ben, c'est un... Tu sais, on fait quoi? Parce qu'il faut qu'ils viennent pour une si courte période de temps, donc ils peuvent pas venir en voilier, tu sais, donc c'est tout le modèle qui... Tu sais, tout est relié, en fait. On peut faire ça sur Zoom. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez un espoir que la planète survive, là, je suppose? Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous met un peu de baume au cœur dans la recherche de la justice climatique? Oui, ben, si j'ai un espoir, oui. Oui, mais c'est... En fait, tu dis un espoir que la planète survive. Moi, on dirait que oui, ça, sans problème. Moi, je pense que la planète va survivre à tout ce qu'on fait. Je pense que nous, on survivra pas. Donc, je pense que c'est plus une question... La planète a toujours réussi à bounce back. Là, donc, j'ai l'impression qu'ultimement, on se met dans notre propre perte. Là, donc, ça sera nous qui ne veut pas survivre à ça. Là. Je sais que c'est pas un discours rempli d'espoir, mais... La moitié des gens qui avaient quitté tantôt, là, ils ont quitté tout de suite. Là. Ils sont comme... Je suis allé dans mon bunker, puis me dire que la planète s'effondre. Mais je dirais que quand même, oui, j'ai un espoir. Je trouve que les générations plus jeunes montrent vraiment que ça les affecte, que ça les tient à cœur. Je pense qu'on va avoir une différence dans comment ces générations-là vont voter dans les années à venir, comment ils vont choisir les gens qui les dirigent, comment ils vont prendre des décisions de comment vivre leur vie, leurs habitudes de vie et tout. J'ai espoir que ça va faire un changement, mais il y a toujours le petit hic que je sais pas à quel point ça va se faire assez rapidement pour que ça nous sauve tous, je dirais. Et toi, Victor? Ouais. Moi, je pense qu'il faut garder espoir, même si on n'a pas nécessairement des bonnes nouvelles qui nous guident vers cet espoir-là. Mais je pense qu'on n'a pas le choix si on veut avoir une chance là, de surmonter tout ça, de garder espoir, puis aussi de s'organiser pour lutter pour la justice climatique. Donc, pour ça, il faut s'informer, il faut se poser des questions sur quels moyens on emploie, comprendre comment que le système fonctionne, c'est quoi le problème, c'est quoi les causes là, de tout ça, puis se mettre ensemble, puis essayer d'imaginer un futur différent, puis des alternatives. Je trouve ça vraiment intéressant ce que tu veux dire aussi, de s'informer puis de penser à comment on le fait.
Je pense qu'il y a on parlait d'éducation là, tantôt, puis je pense qu'il y a un énorme problème justement aussi dans comment les gens s'informent, et les médias qu'on utilise. C'est sûr que c'est plus facile d'aller sur Instagram, sur Facebook, de voir ce qui se passe, lire les commentaires, puis de dire ah, c'est ce qui se passe, mais c'est vraiment important de s'informer de la bonne façon sur les enjeux. De penser en dehors de la boîte aussi. On vit dans un modèle, on vit un peu dans notre quotidien, mais justement, il y a peut-être d'autres choses qu'on souvent, on se met des œillères, puis on pense pas justement là, à comment faire autrement, mais il y a plein d'alternatives qui existent. La seule chose, c'est de mettre de l'énergie, puis d'essayer. Faut se remettre en question aussi. Même si on pense qu'on se lève le matin puis qu'on fait notre recyclage et tout, c'est de se remettre en question sur nos habitudes aussi. Qu'est-ce que ça a comme ampleur plus loin? Donc, toutes ces grosses entreprises-là qui fonctionnent, c'est parce qu'il y a une demande, ils ont besoin d'autant de pétrole, ils ont besoin d'autant de ci, d'autant de ça. Puis c'est sûr que c'est pas nécessairement toi et moi qui ont un impact là-dessus, mais à quelque part, si ces entreprises-là fonctionnent, c'est qu'il y a une demande. Là, Laurence, tu disais 30% des espaces protégés d'ici 2030. Toi, est-ce que tu y crois? Pas du tout. Je vais dire ça comme ça. Je pense que c'est sûr que c'est global, le 30%. Donc, on demande pas nécessairement à chaque pays de protéger autant. Donc, pour un pays qui en protégerait moins de territoire, on va demander à un pays d'en protéger plus. C'est sûr que je peux comprendre dans l'optique où est-ce qu'il y a des pays qui ont plus de territoires à protéger, qui ont des territoires aussi qui valent vraiment plus question biodiversité que d'autres. Mais je pense que les cibles qui ont été visées sont pas assez contraignantes, puis qu'il y a trop de façons de passer à côté de ce but-là. Je pense aussi qu'il va y avoir tellement on parle de justice environnementale, puis le 30% des territoires sera pas protégé dans les grandes villes où il se passe plein de choses. Là, ça va être protégé à des endroits où est-ce que les gens vivent déjà très simplement, qui ont moins de ressources, qui vont vraiment... si on pense au Canada, on va aller protéger dans le Grand Nord. Là, c'est là qu'on va aller. Déjà que ça se fait pas. Puis ça va être les communautés autochtones qui vont payer pour. Ça va être... nous, on voit... C'est très dans notre culture de voir, on parle de conservation, on pense à une nature sans humain. Alors que les communautés autochtones, eux, ont appris à vivre avec la nature. Puis si on avait utilisé le savoir autochtone, on n'en serait pas du tout où on est présentement. Donc, c'est très... je pense qu'il y a beaucoup de problématiques là-dedans, justement, qu'eux vont devoir peut-être sortir des territoires où ils sont. Je trouve que c'est... Ouais, je pense pas que j'y crois, en fait, au 30%. C'est très Yellowstone, hein? Je mets des clôtures, puis je mets ce carré-là, puis lui, j'y touche plus pour l'admirer, mais c'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. Mais au mieux, on va pas protéger des territoires qui sont occupés... on va pas protéger grand-chose. Puis au pire, on va évincer littéralement des peuples de leur territoire comme une nouvelle forme de colonialisme. Là. C'est pas des solutions qui me semblent très intéressantes ou c'est clair. Ou très bonnes. Pour l'avenir. On a-tu du temps encore un peu, Eliane? On aurait du temps pour vos recommandations d'œuvres d'art, quelque chose à lire, à voir, à faire. J'aurais dit on fait quoi? Ça aurait fini là. Mais non, on va y aller pour les œuvres d'art. Comme ça va nous faire un peu un petit parallèle. Là. Ben, il peut y avoir des recommandations sur justement des façons de s'informer. Ouais. Ben, il y a... Est-ce que j'ai le droit de... Je suis obligé de sacrer, en fait, pour dire le nom, mais c'est fucklacop15.org. Donc, c'est un site... c'est le site de la Coalition anticapitalistes et écologiste. Il y a beaucoup d'informations, de ressources sur ce site-là. Donc, je vous invite à le consulter. Fucklacop15.org. Fucklacop15.com. Facile. .org. Parce qu'on s'organise. Ah! Eh oui. Puis on sort du commerce. Yes! Ouais. Mais le site web a été créé par qui? Par quelqu'un. Qui n'a pas été engagé. Ben, c'était probablement bénévole. Ah, ben écoute. Je vais aller c'est tellement une structure horizontale démocratique. Exactement. Ah, ben voilà. Ben on en a un modèle, en fait, finalement, tu vois, d'organisation. Du temps, on en a tous, c'est pas de l'argent, tu vois. Non, ni un ni l'autre, Hélène. On est pauvres et on n'a pas de temps. Parce qu'on fait avec Apéro Cigare. Ben, je suis d'accord avec toi, là. C'est vrai que c'est un site qui a beaucoup de ressources. Sinon, moi, je dirais de comment s'informer.
TVA Nouvelles, ça le fait pas. À chaque fois, je m'attends à ça. Ok, Ça le fait pas, il faut arrêter. C'est sensationnaliste, c'est du divertissement plus qu'un média où est-ce qu'ils vont te dire des vraies informations. C'est sûr qu'il y a des journaux qui sont mieux. Moi, je recommande Le Devoir. Je trouve que c'est toujours un peu moins sensationnaliste, un peu mieux écrit. Mais sinon, c'est sûr que même moi qui est scientifique, je m'assois pas sur mon sofa le dimanche matin avec mon café pour lire des textes scientifiques, des rapports, des études. On le fait pas. C'est très, très plate comment c'est écrit. C'est très lourd. C'est de la littérature vraiment pas accessible. Mais pour tout le monde, il y a des livres, il y a des émissions, il y a des documentaires, il y a des podcasts comme celui-ci qui sont vraiment disponibles, qui sont intéressants, qui sont... Es-tu en train de faire un plug à apéro-cigare, toi, là? Écoute, l'apéro était bon. Tu vois, mon sirop de vanille. Un petit cadeau. Ben voilà. Mais tu vois, nous autres, on a fini le verre hyper rapidement. Ouais, j'étais assoiffée. Ouais, je pense que c'est ça. Mais il y Mais a des livres aussi. Oui. Comment saboter un pipeline de Andreas Malm. C'est pas vraiment un guide, là, c'est pas un mode d'emploi, mais donne des informations puis des thèses intéressantes là, par rapport au militantisme. Puis en fait, tous ses livres, à lui, c'est assez intéressant. Donc, si j'avais une suggestion de lecture, ce serait ça. Là. Comment Génial. saboter un pipeline de Andreas Malm aux éditions de la Rue d'Orion. oh, Donc traduit en français. parfait. Intéressant. Tantôt, tu parles aussi de Mark Fisher, qui est un très grand chercheur, mais il y a aussi même l'Institut de recherche socio-économique, l'IRIS, qui fait des super bons rapports aussi. Donc, Fait qu'il y en a plein des façons de Il y en a s'informer, accessibles. mais le gratuites. premier, c'est Apéro-cigare, Oui, ouais. ça. Vous Ah, commencez ouais. avec ça. Après ça, vous allez voir comment ça boîte à pipeline. Qu'on peut écouter sur toutes les plateformes, un vendredi sur 2. On prend l'apéro avec modération, toujours. Toujours. Merci beaucoup à Laurence et Victor d'avoir pris le temps de nous parler de vos perspectives puis de vos expériences. Puis c'était très clair, très complet. Puis ça a ouvert la porte à plein d'autres sujets. Genre Blue Lives Matter. Merci à vous. Merci beaucoup de nous avoir invités. Merci. Ben, ça fait vraiment Jeff. plaisir. Merci, Hélène. On se retrouve dans 2 semaines Oui, si tu m'apprécies toujours d'ici là. avec des policiers pour faire Blue Lives Matter. Et il n'y a pas un flic qui passe derrière le micro. Ah ouais? Ma mère va me déshériter. Ben voyons donc. Mais je vais trouver une autre intro pour toi la semaine prochaine. Yes. Fait Salut. que, à dans 2 semaines. Yes.